capacité de résilience du bonhomme est assez impressionnante. Mais là, aujourd'hui, donc pour ce moment qui va durer 45 minutes, on a pris un peu des précautions. Et la dalle a fait plan de couteau dans la terre, fait un petit prier à Saint-Expédie pour que rien n'arrive pendant ces 45 minutes. Donc vous êtes safe. Après, vous irez retrouver les cookies de 10 heures. Hein. Et juste, je terminerai sur une citation de Boris Cyrulnik qui, je trouve, vous va à merveille. Il dit « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. » Ah oui, pardon. Bonjour à tous, et je veux dire avant toute chose que je suis extrêmement sensible à l'invitation du préfet de la Réunion, de la DEAL, pardon, chez moi c'est la DREAL, de la DEAL, de la région de la Réunion à l'occasion de ces assises régionales des risques naturels. Et effectivement, donc je suis maire de Breil-sur-Roya, j'ai été élu à 26 ans. Breil-sur-Roya, c'est une petite commune de 2300 habitants qui se situe à l'extrémité sud-est de la France métropolitaine. Ma commune est limitrophe avec 4 communes françaises et 4 communes italiennes, donc nous sommes vraiment au bout du bout de la France, dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Roya, qui prend sa source en France et qui se jette dans la mer en Italie à Vintimille. On a la particularité dans les Alpes-Maritimes qui finalement par ce côté-là est assez proche de la Réunion de cumuler sur un petit territoire tous les risques naturels, à l'exception du risque volcanique que vous avez ici et dont nous sommes heureusement épargnés. Mais c'est vrai que comme nous passons en 30 km de 3000 mètres d'altitude au niveau de la mer, finalement on a les risques de littoral, les risques de montagne et les risques de collines, de moyens pays, de vallées. Donc, ça a été dit, nous avons été élus le 15 mars, nous avons pu prendre nos fonctions après le déconfinement seulement le 23 mai, et 4 mois après, nous sommes frappés par la tempête Alex. La tempête Alex qui était une grande tempête venue de Bretagne, qui s'est combinée avec un épisode méditerranéen, comme on les appelle, et qui a provoqué un très fort cumul de pluie avec des pluies extrêmement stationnaires qui ont provoqué sur des bassins versants qui sont très larges et sur des vallées avec de très forts dénivelés des phénomènes de crues torrentielles, de laves torrentielles même extrêmement importants qui ont dévasté 3 vallées des Alpes-Maritimes et notamment ma vallée de la Roya. Alors cette tempête, même si on n'en devinait pas l'ampleur, avait été annoncée. On avait eu une alerte la veille, le 1er octobre 2020. On nous avait annoncé pour le lendemain une vigilance orange, pluie inondation, avec une possibilité de passer en rouge en cours de journée, autour de midi, sans qu'on ait à ce stade de grande certitude. C'est vrai que des vigilances, y compris des vigilances rouges, on en avait souvent. Et notamment avant mon élection, je me souviens de périodes où on avait eu, en l'espace de 15 jours, peut-être 3 vigilances rouges sur le département des Alpes-Maritimes, et il n'y avait jamais eu de dégâts lors de ces vigilances dans la vallée de la Roya. Quelquefois dans d'autres coins du département, quelquefois nulle part. Et donc c'est vrai qu'il y avait quand même, notamment dans l'esprit des populations, un sentiment que finalement les vigilances rouges, on ouvre le parapluie, on met en œuvre le principe de précaution au maximum, mais ça ne veut pas dire qu'il se passera quelque chose. Et donc il pouvait y avoir comme un effet Pierre et le loup, on crie à chaque fois au loup et puis finalement il ne se passe rien, alors on va arrêter de se méfier. Ma chance et la chance de mon équipe municipale, c'est qu'on était tout jeune dans la fonction en tout cas, et donc on avait envie d'être des bons élèves et de bien suivre les consignes qui nous étaient données par le préfet, par la préfecture. Et donc on a commencé dès la veille évidemment à communiquer le maximum par nos moyens de communication existants, c'est-à-dire essentiellement les réseaux sociaux, sur cette vigilance rouge, orange susceptible de passer en rouge. Et puis nous avons fait en sorte le lendemain à 7h, comme c'était demandé par le préfet, d'activer le poste de commandement communal et de mettre en œuvre le plan communal de sauvegarde. Il se trouve qu'on avait eu 15 jours plus tôt un exercice
qui avait été diligentée par le SMIAG, qui est un établissement public de bassin, qui gère la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations sur notre territoire pour le compte de l'intercommunalité. Et donc, au cours de cet exercice, avait été simulée une crue de la Roya, finalement assez similaire à celle qu'on allait connaître, sans le savoir évidemment. Et d'ailleurs, des cartes avaient été faites avec les zones inondables, et quand on les superpose avec la réalité de la tempête Alex qui s'est déroulée après, on voit que finalement ça collait assez bien. Et donc on a fait cet exercice, et fort de cet exercice, le 2 octobre au matin, on active le poste de commandement communal, et on était entraîné, on l'avait fait 2 semaines avant, on applique les choses exactement de la même manière, on mobilise tous les acteurs du territoire, et on essaie de faire en sorte d'appréhender au mieux les événements qui vont arriver ou pas, parce qu'à ce stade, finalement, on ne savait pas trop. Alors évidemment, on communique toujours plus, quand on nous confirme le passage en vigilance rouge, on déclenche la sirène, et on constate dans un premier temps uniquement un phénomène de vent violent. Vent violent, mais quand même impressionnant, puisque on a partout dans le village des toitures qui sont arrachées. Moi-même, je me suis rendu dans la rue en milieu de matinée, et il y avait des tôles, des pots de fleurs, des tuiles qui volaient un peu dans tous les sens. Et d'ailleurs, je me suis fait engueuler par un pompier qui m'a dit que soit je montais dans la voiture, soit je mettais un casque, mais qu'il fallait que j'arrête de me promener dans la rue comme ça. Et ça nous a déclenché les premiers hébergements d'urgence. Donc on a à ce moment-là décidé d'ouvrir un petit centre d'hébergement d'urgence dans le village, géré par une de mes adjointes. Et j'avais à ce moment-là un de mes adjoints qui était un ancien sapeur-pompier professionnel qui m'a dit il faudrait solliciter la préfecture pour qu'on puisse avoir des lits picots, des lits de camp, parce qu'on n'en avait pas. Et il me dit, si l'hébergement d'urgence dure, il va falloir qu'on puisse évidemment faire dormir les personnes dans ce centre d'hébergement d'urgence. D'autant qu'à ce moment-là, on a appris que la ligne ferroviaire était interrompue et que par conséquent, on allait avoir des naufragés du rail qu'il allait falloir aussi héberger pour la nuit. Et donc, je téléphone à la préfecture, j'ai le sous-préfet au téléphone et je lui dis, il nous faudrait des lits picots. Vous êtes sûr, mais des lits picots, mais pourquoi faire combien? Je lui dis, écoutez, on ne sait jamais, on anticipe. Moi-même, je n'étais pas très convaincu que ça allait nous servir, mais bon, j'avais confiance en mon adjoint. Je lui dis, des lits picots, il en faudrait une 50aine, je pense que ce serait bien. Une 50aine? Mais vous avez des gens hébergés actuellement? Je dis, oui, 5. Il me dit, 50aine de lits pour 5 personnes. Bon, écoutez, on va voir ça. Il me rappelle 1 heure après. Mais vous êtes sûr que vous voulez des lits picots? Oui, je voudrais des lits picots, s'il vous plaît. Et du coup, ils ont finalement dépêché une équipe de la Croix-Rouge avec des lits qui sont donc venus et qui ont pris la main sur le centre d'hébergement d'urgence avec leurs 50 lits. Et je vous précise tout de suite qu'au plus fort de la tempête, on a quand même hébergé 86 personnes, comme quoi les 50 lits, à ce moment-là, n'étaient pas de trop. On a, dans la matinée, commencé à avoir des alertes sur une possible réaction des cours d'eau, et donc on a procédé aux premières évacuations. Première évacuation, c'était le camping municipal, qui se trouve au bord de la rivière. On a fait partir tous les touristes qu'il y avait. Essentiellement, c'était d'ailleurs des entreprises qui travaillaient dans le coin, qui logeaient leurs ouvriers dans le camping. Ils ont fermé. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont quitté la vallée. Ensuite, on a commencé à évacuer les secteurs les plus critiques, notamment un hôtel qui se trouvait aussi à proximité de la rivière et quelques habitations qui étaient assez proches. Évidemment, c'était les gendarmes et les sapeurs-pompiers qui me disaient là, ce serait pas mal d'évacuer telle zone. On dit toujours que c'est le maire qui dirige les opérations de secours, mais dans les faits, et heureusement, il y a des gens dont c'est le métier, qui ont les compétences, que les maires n'ont pas forcément, même s'ils ont suivi quelques formations. Et donc, on les a écoutés. On nous a annoncé en fin d'après-midi une crue comparable à celle de 1994, une crue de la Roya. Celle de 1994, c'était à peu près un débit de 500 mètres cubes seconde. Quand on m'annonce ça, je regarde par la fenêtre et je regarde le débit du lac, puisqu'à Breil-sur-Roya, il y a un lac qui est situé à proximité immédiate du cœur du village, et je vois que le lac est sur le point de déborder. Et je me dis, oula, on a déjà un débit qui est très important. Combien est-ce qu'il y a de débit? On me dit là, vous avez 150 mètres cubes. Je dis 150 mètres cubes, 500 mètres cubes, ça veut dire plus de 3 fois ça. Ça veut dire déjà qu'on va avoir une grosse inondation du village. Je décide de faire ce que je faisais de temps en temps, de façon institutionnalisée, annoncée, mais là je le fais de façon spontanée. Je fais un direct sur Facebook. Je me mets derrière mon ordinateur et voilà, je dis écoutez, on est confronté à une catastrophe.
il y a des événements suffisamment graves qui vont se produire pour être pris au sérieux. Et donc je leur annonce 500 mètres cubes secondes. Je leur dis de rester chez eux, puisque c'est la consigne de la vigilance rouge, restez chez vous. Au moment même où on en évacuait certains, d'ailleurs, ce qui est toujours un peu paradoxal, mais ça c'est à nous de savoir lesquels ne doivent pas rester chez eux et faire en sorte de les évacuer. Et puis, à peine je termine cette intervention en direct, d'ailleurs c'était assez apocalyptique parce qu'en plein milieu de mon direct, il y a eu une coupure de courant, c'était noir, c'est redevenu, la lumière s'est remise, ça faisait très film catastrophe, quoi. Et là, je reçois un coup de téléphone dès que je termine, on me dit finalement ce ne sera pas 500 mètres cubes, ce sera entre 600 et 800 mètres cubes secondes. Là je me dis mais ça va être un désastre. Et pour tout vous dire, j'anticipe sur la suite, on a eu finalement entre 1300 et 1800 mètres cubes secondes. On n'a pas de données de débit, mais c'est plutôt dans cet ordre-là. Donc en fait, c'était au-delà d'une crue centenale, on pourrait dire millénale, mais enfin, finalement tout ça ne veut rien dire à cette échelle-là de temps, parce qu'on n'a pas le recul historique pour savoir si dans les 1000 ans on en a eu une comparable ou pas, et de toute façon ce ne sont que des probabilités. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on continue les évacuations, on décide d'évacuer tout un tas d'autres quartiers, on héberge les personnes au centre d'hébergement, le centre d'hébergement grossit. À 20h, coupure complète d'électricité, la cellule de crise se retrouve dans le noir. Premier conseil, cellule de crise, si possible, alimentée de façon autonome sur groupe électrogène. Si on peut, c'est bien. Et deuxième conseil, si possible, une cellule de crise qui n'est pas en zone inondable. Parce qu'à ce moment-là, on décide, comme on n'a plus d'électricité, de déménager à la caserne des pompiers. Eh bien, nous en a pris parce que la mairie était en zone inondable, alors que la caserne des pompiers ne l'était pas. On déménage là-bas, et puis là, c'est ce que le général de Gaulle appelait le tumulte des hommes et des événements. C'est-à-dire tout s'affole, il y a une agitation terrible, il y a des personnes qui sont bloquées là-bas dans la maison, il y a quelqu'un qui est sur l'autre rive qui ne peut pas traverser, il y a une voiture qui a été emportée avec des gens à bord à cet endroit-là, des informations qui arrivent de tous côtés. Les pompiers, les gendarmes, c'est leur travail, ils réagissent, ils envoient les équipes sur le terrain. Et pour moi, et pour mon équipe municipale, c'est un sentiment d'impuissance à ce moment-là. Et puis on me dit, voilà, l'eau est montée, l'eau elle passe par-dessus le pont Charabaud, l'eau elle déborde sur le boulevard Rouvier, il y a 1 mètre d'eau sur la place de la mairie, il y a 3 mètres d'eau sur la place de la mairie. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? Une fois qu'on a porté secours à ceux qui nous avaient été signalés, une fois qu'on a évacué ceux qui devaient l'être, et bien finalement, pas grand-chose. À part attendre maintenant que l'eau redescende. Entre-temps, évidemment, on a perdu tout moyen de communication. Donc plus du tout de téléphone. Donc on est absolument coupé du monde. Juste avant la rupture des communications, je m'entretiens par le téléphone avec le sous-préfet et je lui dis vous imaginez pas ce qui se passe ici, c'est une catastrophe. Demain, quand on va se réveiller, on va découvrir un paysage d'apocalypse. C'est évident compte tenu des informations dont je dispose. Le sous-préfet me dit ah oui, mais vous savez qu'il y a plein d'autres endroits aussi qui sont touchés. Moi, je lui dis, écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, mais ici, ça va être un cataclysme. Donc voilà, dès demain matin, on sera probablement coupé du monde, on n'aura plus de moyens de communication, donc je vous le dis maintenant, on aura besoin de tout. On aura besoin d'eau, on aura besoin de groupes électrogènes, on aura besoin sûrement de carburant, parce que j'apprenais que les ponts avaient été emportés par-ci, par-là, et donc on n'aurait plus d'accès avec l'extérieur. Et il me dit, écoutez, très bien, bon courage, et puis plus de réseau, plus rien. Le lendemain matin, le bilan d'abord. Je vais d'abord vous faire le bilan global de la tempête Alex et après je vous raconterai la gestion dès le lendemain matin. La tempête Alex a fait 18 morts. 18 morts, c'est beaucoup, évidemment, c'est autant de familles endeuillées. 4 morts sur ma commune, 3 morts sur ma commune de Breil-sur-Roya et 4 à l'échelle de la vallée de la Roya. Par rapport à d'autres catastrophes, c'est pas énorme par rapport à d'autres catastrophes similaires, Vaison-la-Romaine ou d'autres, qui ont fait beaucoup plus, en partie parce que c'est arrivé la nuit, donc il y avait assez peu de gens dehors, et parce que très vite, les routes ont été coupées par des éboulements, et donc on avait assez peu de gens sur les routes quand ça s'est déroulé. On a des dégâts qui sont estimés à 1 milliard d'euros sur l'ensemble des vallées, ce qui en fait, d'après les experts de l'IGA et du CGEDD, la plus grande catastrophe en termes de dégâts matériels en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale.
À Breil, on a 8 maisons qui ont complètement disparu, une trentaine qui ont été inondées jusqu'au plafond, un hôtel entièrement détruit, le camping municipal qui a été évoqué tout à l'heure en propos de présentation disparu, alors qu'effectivement on avait mis beaucoup d'énergie à le remettre aux normes, à le rouvrir. Voilà. On a la route qui est dévastée. On a 50 km de route détruite, avec pas moins de 200 brèches sur la route. Alors une brèche, c'est un endroit où il n'y a plus de route du tout. Ça peut faire 2 mètres de long, comme ça peut faire 200 mètres de long, une brèche. Donc nous avions 200 brèches sur la route principale, la route départementale de la vallée de la Roya. 11 ponts détruits, et puis plus d'eau. Tous les réseaux d'eau potable ont été massacrés. Plus d'électricité, les réseaux électriques ont eu d'énormes dégâts, et plus de réseaux de communication, puisque tous nos moyens de communication, et notamment la téléphonie fixe, le réseau a été détruit, et la téléphonie mobile, les antennes relais n'étant plus alimentées par l'électricité, se sont toutes mises hors service, et on n'a plus aucun moyen de communication avec l'extérieur. Et donc nous étions totalement coupés du monde, puisque nous n'avions plus d'accès routier pour sortir de la commune, et c'était le cas de toutes les communes de la vallée. Dans la vallée de la Roya, on a 5 communes et 6 hameaux qui sont des petits villages qui font partie d'une commune, mais qui sont des petits villages à l'écart, en fait. Chaque village, chaque hameau était physiquement coupé les uns des autres. Plus de possibilité de passer d'une commune à l'autre, d'un village à l'autre, et plus de possibilité de quitter la vallée de la Roya pour se rendre sur le littoral, à Nice, à Menton ou à Monaco, là où on peut avoir des secours et être entendu. On a, même au sein de la commune de Breil-sur-Roya, des quartiers entiers qui sont complètement coupés du reste de la commune, puisque notamment on avait 2 ponts communaux qui ont été totalement emportés et qui desservaient des quartiers, pour l'un une trentaine d'habitations, pour l'autre une demi-douzaine, mais c'était autant de populations qui étaient complètement coupées du reste de la commune. Alors le lendemain matin, quand on se réveille, on se réveille pour ceux qui avaient dormi, vous avez compris que ce n'était pas mon cas. Quand la population se réveille, beaucoup d'habitants qui étaient loin du cours d'eau ne sont pas du tout rendus compte de ce qui s'est passé. Ils descendent au village pour acheter leur pain, et là ils voient... il n'y a plus de village, enfin il n'y a pas plus de village, mais disons le village est recouvert par 3 mètres de boue, on voit des voitures toutes enchevêtrées, retournées, complètement ensevelies sous le sable. Les ponts ont été emportés, des maisons sont parties, c'est un paysage de dévastation qu'on constate le matin. Et on se dit, après une catastrophe comme celle-là, nous sommes en France, un grand pays développé, tout de suite, on va avoir des moyens qui vont être mobilisés massivement, et notamment des moyens aériens, puisqu'on savait qu'on n'avait pas de voie de communication terrestre, routière, et on regarde le ciel, on se dit... on a des secours qui vont arriver. Puis il n'y a rien. Rien du tout. À 10h26, je m'en souviens bien, oui, à 10h26, on voit un hélicoptère qui passe, très très haut, sûrement une reconnaissance ou quelque chose comme ça. Personne ne se pose, personne ne nous apporte quoi que ce soit. Il tourne très haut et puis il repart. 11h, midi, 13h, 14h, rien. Rien du tout. Entre-temps, évidemment, j'avais donné consigne à tous mes agents des services techniques de la mairie, mais aussi aux agents du département et notamment du service des routes qui étaient là, de faire en sorte de nous dégager la route du col de Bruys, qui est la voie annexe d'accès à la commune de Breil-sur-Roya. La route normale, c'est la route en fond de vallée. Et puis, on a une route de col, une route de montagne, qui peut aussi nous permettre de quitter la commune pour rejoindre le littoral. J'avais demandé à tous mes services de se concentrer sur cette route du col de Bruys, qui n'était impactée que par quelques éboulements, pour la dégager et nous rouvrir un accès avec l'extérieur. Et donc, j'apprends vers 14h que cette route est dégagée, que je peux l'emprunter. Donc là, je dis, écoutez, je vais prendre ma voiture. Pas ma voiture, puisque ma voiture était partie avec la tempête Alex, mais une voiture de la mairie. Oui, parce que j'avais laissé ma voiture sur la place du village en me disant l'eau n'arrivera jamais jusqu'à la place Biancheri. Et évidemment, elle a été emportée. Toutes les autres étaient restées sur place, elles s'étaient retournées, elles étaient noyées, mais elles étaient là. La mienne, on ne l'a jamais retrouvée, on ne sait pas où elle était. Donc je prends une voiture de la mairie et je me dis, je fonce en préfecture et je vais leur dire ce qui se passe ici, parce que manifestement, ils n'ont pas compris, ils ne se sont pas rendus compte. Donc j'y vais. Et là, quelqu'un me dit, l'épouse d'un de mes adjoints, qui avait beaucoup de bon sens, me dit, t'as pas besoin d'aller jusqu'en préfecture, tu passes juste de l'autre côté, et quand tu seras dans la commune voisine de Sospel, tu auras du réseau et tu les appelles. Ce que je fais.
Je prends ma voiture, je monte là-haut et j'essaie d'appeler. J'essaie d'appeler sous-préfet, j'essaie d'appeler le numéro du COD, j'essaie d'appeler le numéro COD spécial élu. Personne ne répond. Personne ne répond. Alors j'essaie d'appeler les élus. J'essaie d'appeler le président du département, répond pas. J'essaie d'appeler le député Éric Ciotti, ne répond pas. J'essaie d'appeler la députée de la circonscription. Elle ne me répond pas et elle me rappelle tout de suite. Éric Ciotti me rappelle 2 secondes après, mais du coup, j'étais déjà au téléphone avec la députée. Mais enfin, l'intention y était, c'est pour ça que je le précise. Et donc, la députée, je commence à lui expliquer. Je lui dis, mais c'est une catastrophe. La commune est dévastée, on est coupé du monde, on n'a plus rien, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'électricité, on ne va plus avoir de carburant. Voilà, on sait vraiment pas comment faire ça, on a besoin d'aide. Elle me dit, bouge pas, je te passe le Premier ministre. Évidemment, je n'avais pas la télé, j'avais aucun moyen de savoir que Jean Castex était venu à Nice immédiatement. Et donc, il me prend au téléphone, et donc je lui explique, je lui dresse le tableau de la situation, et il avait l'air un peu de tomber des nues, quoi. Il m'a fait répéter plusieurs fois, il m'a dit « Ah bon, mais qu'est-ce que vous me dites? Vous dites que les villages sont tous coupés les uns des autres ?» « Oui, oui, c'est ce que je vous dis. »« Ah bon? Et vous me dites qu'au sein de la commune, même de Breil, il y a des hameaux qui sont, des quartiers qui sont coupés les uns des autres? » « Oui, oui. » Et donc je redis, on a besoin d'un pont aérien pour nous amener de l'eau, de l'électricité, du carburant, etc. Pour faire redémarrer les antennes relais, pour héliporter des groupes électrogènes sur les antennes relais pour pouvoir rétablir le réseau téléphonique. Et il me dit, bon bah écoutez, là il y a des hélicoptères Puma qui vont décoller, on fait le nécessaire. D'ailleurs moi-même je vais venir en hélicoptère et si je peux me poser, je me poserai. Je lui dis, bon vous pouvez vous poser, il n'y a pas de problème. Bon, il ne s'est jamais posé. Mais effectivement, ils ont survolé. Et en fait, ce que j'ai appris après, c'est qu'en fait, quand il m'a eu au téléphone, il venait juste de descendre de l'avion. Donc, il n'avait pas encore été au COD pour qu'on lui fasse le point complet de situation. Mais du coup, effectivement, tout de suite, il les a secoués en disant « Non, mais dans la Roya, il y a un vrai problème. Là, il faut s'en occuper. » C'est apparemment les propos qui m'ont été rapportés. On a finalement des hélicoptères dont le balai s'est accentué dans l'après-midi, jusque dans la soirée. Et finalement, la première livraison qu'on a eue, c'est vers 18h, peut-être le soir, un train qui est arrivé, parce que les rails étaient en bon état jusqu'à Breil. Au-delà de Breil, c'était une catastrophe, mais jusqu'à Breil, ils étaient en bon état, et qui nous a amené 1600 petites bouteilles d'eau. Sans doute celle qui vendait dans les TGV, la SNCF spontanément a fait ça, et c'était très, très appréciable. Et derrière, la communauté d'agglo nous a amené 900 bouteilles de 1,5 litre. Et donc, c'était tout ce qu'on avait pour une population de 2300 habitants qui était déjà coupée du monde depuis 24 heures et qui allait encore l'être pendant un certain temps. Donc, le lendemain matin, le dimanche matin, on fait la première distribution d'eau. Quand je dis aux gens... ça va être une bouteille d'eau par personne, je me fais insulter. Les gens hurlent. Et bon, moi-même, j'étais un peu fatigué. Je me suis mis aussi un peu en colère. Je suis monté sur une fontaine et je leur ai dit, bah, écoutez, pour que tout le monde puisse m'entendre et me voir. Et je dis, écoutez, on ne peut pas distribuer plus que ce qu'on a. Donc pour l'instant, on a ça, on vous distribue ça. Et croyez bien que tout ce qu'on pourra faire pour qu'on ait des secours qui arrivent en plus grande quantité, on va évidemment le faire. Dont les gens prennent leurs bouteilles, par quelques-uns qui étaient plus en colère que les autres et qui ont dit qu'ils préféraient rien avoir. C'est sans doute qu'ils avaient ce qu'il fallait chez eux, j'imagine, parce que sinon, l'eau potable, on la prend même si on n'en a pas assez. Et on a eu vraiment, localement, une mobilisation générale de tous les acteurs qui étaient sur le territoire et qui se sont tous mis spontanément à aller avec des pelles, à nettoyer, à vider les caves qui étaient inondées, à aller aider un tant soit peu les sinistrés qui recherchaient quelques affaires, à essayer aussi de faire en sorte d'aller voir les personnes qui ont les maisons les plus reculées, les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir, pour chacun en fait s'est préoccupé simplement de ses voisins, de sa famille, de ses connaissances, pour savoir s'ils allaient bien, s'ils étaient vivants à ce moment-là. Il y a des choses, lorsqu'on est confronté à une catastrophe comme celle-là, qu'on ne s'attend pas à devoir gérer. En fait, finalement, ce qu'on constate, c'est qu'on est assez bien préparé à faire de l'alerte, assez bien préparé aussi, même s'il y a toujours des choses à apprendre, à améliorer, assez bien préparé aussi à gérer la crise, mais finalement, on est très très mal préparé au post-catastrophe, à gérer le lendemain. Une fois que l'événement s'est déroulé, qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, on ne se pose, quand on n'est pas confronté à ça, que rarement la question de savoir, une fois que la catastrophe est passée, qu'est-ce qu'on va avoir à faire ?
Moi, c'est vrai que dans mon imaginaire, j'avais vu quelquefois des catastrophes à la télé, et je m'étais dit, moi, on a toujours plein de bonnes résolutions, vous savez, quand on est devant sa télé. Je m'étais dit, moi, si demain, il y a une catastrophe qui se déroule dans ma commune, une inondation, mer ou pas mer, le lendemain, je prends la pelle, je mets mes bottes de pluie et je vais aller avec la pelle déblayer, enlever de la boue, etc. Évidemment, c'est pas du tout ça que j'ai été amené à faire. Mais ça, je ne le supposais pas. D'abord, effectivement, on a un travail de soutien psychologique très important. Les gens, dans ce moment-là, mais ça, j'aurais pu le faire à la limite en enlevant de la boue avec une pelle. Ça, c'était pas incompatible. Ils ont besoin de nous voir. Ils ont besoin de savoir qu'au moins les autorités locales sont présentes, ne les oublie pas. Et le gros de ma première journée, bon, d'autant qu'on n'avait aucun moyen, on n'avait pas d'eau, on n'avait rien à distribuer, donc c'était pas ça qui nous occupait beaucoup, les distributions. Donc j'ai passé beaucoup de temps à parler avec les gens qui arrivaient sur la place et qui voyaient tout ça, et à essayer au maximum de les rassurer, d'essayer de leur remonter le moral. Ensuite, la deuxième chose qu'on ne s'attend pas à gérer, c'est de devoir coordonner l'ensemble des moyens, et notamment l'ensemble des forces de sécurité de l'État. Parce que finalement, gérer la cellule de crise, c'est une chose. La cellule de crise, généralement, elle est composée d'acteurs de la sécurité, mais d'acteurs locaux. La caserne de pompiers de la commune, la brigade de gendarmerie du village, la base des sapeurs forestiers du village. Bon, c'est finalement et les services de la mairie. Bon, jusque-là, le maire a quand même cette capacité à coordonner ses acteurs. Mais ensuite, il y a des moyens importants qui sont mobilisés. Et heureusement, même s'ils ont tardé à être mobilisés, ils sont arrivés. Et donc on s'est retrouvé avec des centaines et des centaines de pompiers, avec des centaines et des centaines de gendarmes, avec des militaires, avec des équipes de la Légion. Bon, on avait vraiment un gros ensemble de forces de sécurité de l'État mobilisés, d'autant plus nombreux à Breil-sur-Roya que finalement on était le seul village à avoir récupéré un accès routier, donc tous ceux qu'on ne pouvait pas projeter sur les autres villages, ils étaient là, arrêtés sur la commune de Breil-sur-Roya. Et on a essayé de faire en sorte de leur trouver des choses à faire, sauf que ce n'était pas notre travail de faire ça. Et on avait à un moment sur le plateau de la gare, j'ai encore ces images, des enfilades de camions de pompiers, avec les pompiers qui étaient devant, et qui attendaient les consignes, qui attendaient qu'on leur dise quoi faire. D'autant qu'avec des camions, on ne pouvait pas aller à beaucoup d'endroits, comme il n'y avait plus de route et qu'il n'y avait plus de pont. C'était quand même assez restreint, quoi. Et je me retrouve, moi, à faire ça, parce qu'en fait, il n'y a personne. On s'attend assez naturellement, on se dit à la préfecture, il y a des gens dont c'est le métier de gérer la crise, qui vont envoyer sur place et qui va prendre la main. Et en fait, non. Alors bien sûr, on avait un commandant des opérations de secours, qui était un officier du SDIS, qui était dans son PC et qui, lui, était entièrement tourné vers les levées de doute, aller vérifier s'il n'y a pas d'autres victimes, s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont coincées, essentiellement avec les moyens aériens qui ont fini par arriver. Mais finalement, tous ceux qui étaient là au sol, qui n'étaient pas utiles dans le cadre de ces opérations de secours, ils auraient pu faire plein de choses utiles, mais qui leur disait ? Et donc ça, c'est le genre de choses qu'on se retrouve à devoir gérer quand on est maire, quand on est élu local, et qu'on ne s'attend pas à gérer, et pour lesquels on n'est pas formé d'ailleurs. Parce que moi, je ne sais pas diriger 100 gendarmes, 100 pompiers et 50 légionnaires. Et donc, on a essayé, dans la mesure du possible, de mettre tout le monde en cellule de crise, de faire des réunions autant que possible tout au long de la journée, de faire remonter tous les besoins et de voir qui pouvait répondre à quel besoin, un travail de coordination, mais qu'on ne s'attendait pas à nous devoir gérer. Ensuite, la deuxième chose que je ne m'attendais pas du tout à devoir gérer, et pourtant, c'est extrêmement chronophage, et je pense quand même très important, c'est les médias. Alors bon, pendant 24 heures, ils ne nous ont pas trop embêtés, personne n'avait compris qu'il s'était passé quelque chose dans la vallée de la Roya. Comme nous, c'est arrivé la nuit et que la vallée voisine, c'est arrivé de jour, tous les médias étaient déjà montés pour le journal de 20 heures dans la vallée voisine, chez nous, il n'y a eu personne. Mais quand ils ont commencé à arriver le lendemain soir, là, ça a été une tempête médiatique. Et donc, je me retrouvais à faire des interviews pendant 4 jours, de 6h du matin, la matinale de RTL, jusqu'à 23h30 du soir, par Skype, l'émission spéciale du soir à l'époque c'était déjà CNews, ou de France Info Télé. Et en même temps, c'était... Alors moi, je culpabilisais, je me disais, mais je passe mon temps à me montrer à la télé ou à parler à la radio, alors même qu'il y a tellement de choses à faire ici, et en même temps, si je ne le faisais pas, qui le faisait ? Et si je ne le faisais pas, qui savait réellement ce qu'on vivait et ce dont on avait besoin ?
Et d'ailleurs, et quelquefois, j'étais gêné. J'avais une personne qui était en cellule de crise qui me disait Monsieur le maire, vous restez pas à la réunion? Ben, je dis excusez-moi, j'ai un média qui m'attend dehors, qui doit me parler. Et presque, elle me faisait culpabiliser un peu. Et en même temps, je pense que ce rôle-là, il fait aussi partie du rôle du maire dans ces circonstances. Mais si on le fait, mais malgré tout, c'est le genre de choses auxquelles on pense pas du tout. Et ça, c'est une occupation à temps plein pendant 3 jours, les 3 jours qui suivent, à peu près jusqu'à la venue du président de la République. Après, quand le président de la République est parti, la plupart des médias sont repartis avec, et je ne leur jette pas du tout la pierre, parce que globalement, même encore des mois après, même encore maintenant 3 ans après, les médias, ils assurent le suivi de la tempête Alex, de la reconstruction, j'ai aucun reproche à leur faire. Mais évidemment, une information chasse l'autre, et encore, on a eu la chance qu'il n'y ait pas eu d'actualité très importante qui soit télescopée avec la nôtre. Parce que j'étais au Congrès des maires de France à Paris dans une table ronde avec un maire du Nord qui avait été touché par une catastrophe industrielle, et elle me disait les médias ont commencé à en parler pendant les 2 premières heures, puis Jacques Chirac est mort et c'est terminé, les médias en ont plus dit un mot. Donc nous, malgré tout, on n'a pas eu ces conjonctions d'événements et on a eu les feux médiatiques qui sont restés sur nous. L'autre chose qu'on ne s'attend pas du tout à devoir gérer, c'est la solidarité. Car oui, la solidarité doit être gérée. C'est extraordinaire, l'aide qu'on a reçue à ce moment-là. Ça a été une mobilisation gigantesque qui a bien largement dépassé les frontières du département des Alpes-Maritimes et même les frontières nationales. On a eu des dons, des bénévoles qui sont venus de partout et qui sont arrivés en quantité énorme. Et qui sont arrivés à Breil en quantité d'autant plus énorme qu'on n'était pas en capacité de les faire monter dans les autres communes qui étaient coupées du monde. Et donc Breil s'est retrouvé à être une énorme base arrière logistique, alors même qu'on n'était pas en arrière de la catastrophe, qu'on était en plein dedans. Donc on a un gymnase qui en quelques jours est devenu un immense entrepôt, géré par des bénévoles, des agents, des élus de la mairie. Puis ensuite, on a récupéré un autre hangar SNCF qui, lui aussi, en un rien de temps, est devenu un énorme entrepôt où on stockait tous les dons. Et là, on avait des gens, jour et nuit, à peu près moitié d'élus, d'agents et à moitié de bénévoles, qui se relayaient pour récupérer pour prendre tout ce qui arrivait, pour les trier, pour les ranger, et puis ensuite pour constituer des palettes qu'on chargeait sur des trains ou sur des draisines qui, par la voie ferrée ou par les airs, dans le cas des hélicoptères, montaient sur les autres communes de la vallée pour pouvoir les approvisionner. On avait aussi des bénévoles. Quand vous avez 400 bénévoles qui arrivent par le train de 8h30 avec leurs pelles et des bottes et qui vous disent « Où est-ce qu'on peut aller aider ?» Les premiers jours, ils ne posent même pas la question. Les premiers jours, c'est très facile. Il y a de la boue de partout, il y a des caves inondées de partout. On n'a qu'à faire 2 pas pour savoir où est-ce qu'on peut aider. Mais au bout du 3e, du 4e, du 5e, quand le plus gros a été fait, les gens qui ont peut-être besoin de bénévoles, c'est des habitations qui sont tout au fond de la montagne. Les bénévoles, ils arrivent par le train, ils ne sont pas véhiculés. Ils ne connaissent pas suffisamment le territoire et l'étendue des dégâts pour savoir où ils doivent se rendre. Et donc là, pareil, j'ai des élus, des agents qui à temps plein ont fait ça. Essayer d'aller recenser tous les endroits où on aurait besoin de bénévoles, essayer de trouver des moyens de transport pour les acheminer là-bas et faire en sorte tout simplement qu'ils ne restent pas là, parce que sinon ils arrivent et ils repartent et ils redescendent en bas en disant « on est venu à Breil, ils avaient besoin de rien, on est resté à se tourner les pouces toute la journée et du coup on est reparti par le train du soir sans avoir servi à rien ». Évidemment, c'est certainement pas à ce moment-là l'image qu'on veut donner parce que, on avait vraiment besoin d'aide, et 2, on avait besoin que cette aide elle puisse continuer dans le temps et qu'elle ne s'interrompe pas parce que tout le monde aurait dit que finalement on n'avait plus besoin de rien. Et ça, c'est un travail vraiment, vraiment gigantesque. Et ça non plus, je ne m'y attendais pas le moins du monde à devoir gérer ça. Et en plus, on se retrouve à gérer dans les dons des trucs qui ne répondent pas du tout aux besoins. Les gens, ils me voient à la télé le lendemain à dire « on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau ». Ils envoient des packs d'eau. Sauf qu'au bout de 2-3 jours, on a largement assez de packs d'eau. Et peut-être même qu'au bout de 6 jours, on a le réseau d'eau potable qui est revenu, ce qui est le cas. Et là, qu'est-ce qu'on fait de tous ces packs d'eau? On ne sait même plus. À un moment donné, j'avais dit au préfet, en plaisantant, je me demande si on ne va pas essayer de reconstruire Breil en pack d'eau. Tellement on en avait une quantité très importante. Et des vêtements. On avait finalement des familles qui avaient complètement perdu leur maison. C'était une trentaine de familles. On a eu des vêtements pour rhabiller tout le village. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est de vrais sujets. Comment on les stocke, comment on les gère?
Et quand les bénévoles, ils arrivent tous avec des camions remplis, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas leur dire, écoutez, renversez-les sur le bord de la route où vous pouvez. On est obligé de les prendre en charge. Le président du département plaisantait souvent en disant que j'étais pas seulement le plus jeune maire de la région, j'étais aussi le plus grand gérant de supermarché de la région parce qu'on avait des quantités de marchandises impressionnantes. Une autre chose qu'on ne s'attend pas à devoir gérer, c'est la malveillance. Parce que on a tendance évidemment à réécrire les catastrophes de façon très idyllique. Tout le monde est bien, tout le monde s'est donné la main, tout le monde s'est soutenu, tout le monde. Non, il y a aussi des gens malveillants, il y a aussi des gens qui essaient de profiter de la catastrophe. Et à tous les niveaux, tous les niveaux. Des gens qui essaient de voler dans les dons alors qu'ils ne sont pas sinistrés, qui essaient d'en prendre le plus possible. Des entreprises qui spontanément, généreusement envoient des engins pour aller déblayer des ponts, des routes et qui derrière envoient la facture à la mairie. Des personnes qui en ont profité pour aller cambrioler des habitations qui étaient isolées et coupées du reste de la commune, en sachant très bien que personne ne pourrait les voir. Donc voilà, ça aussi, il faut le gérer. Des personnes qui ont été, mais ça on le voit sur chaque catastrophe, piller des commerces qui avaient été inondés pour voir ce qu'ils pouvaient y récupérer. Voilà. C'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'on peint toujours le beau tableau, la solidarité, et c'est vrai, et il vaut mieux retenir évidemment la solidarité que ce que je viens de vous dire là, parce que c'est quand même plus majoritaire, je pense, enfin plus massif, mais ça existe. Et ça aussi, il faut savoir le gérer, parce que quand on a toutes les problématiques qui mobilisent les forces de sécurité et qu'on doit en plus les utiliser pour gérer ces malveillances, c'est quand même un problème. On a quand même une famille qui nous a volé 2500 compotes. Non mais, je ne sais pas pourquoi faire, sincèrement. Bref, je ferme la parenthèse parce qu'il ne me reste que 10 minutes. Donc, je vais parler un peu de la reconstruction. La reconstruction, on a essayé de la faire aussi rapide que possible, mais pour autant aussi pertinente et aussi pertinente au regard du risque dont on avait maintenant connaissance et au regard d'un objectif de résilience. Et pour ça, on a eu beaucoup d'expertises qui ont été diligentées, notamment de la part des différents services de l'État, des expertises bâtimentaires, surtout les bâtiments qui avaient été impactés, est-ce qu'ils peuvent être réintégrés sans risque ou pas, des expertises sur l'exposition au risque, qui évidemment n'était plus la même qu'avant la tempête, parce que quand vous avez les berges qui se sont considérablement érodées, votre maison avant, elle était peut-être très loin du cours d'eau, mais là maintenant, elle est au bord. Donc une expertise sur l'exposition au risque de tous les bâtiments. Et aussi une expertise, donc ces expertises dans l'ensemble, elles ont été faites par la DDTM, ce qui est une partie de votre DEAL d'ici. On a eu une autre expertise qui a été faite par le RTM, qui est une branche de l'ONF, pour identifier à chaque endroit quelles sont les bonnes dimensions de largeur qu'on doit laisser au cours d'eau pour favoriser l'écoulement, pour éviter les resserrements, pour éviter toutes les conséquences qui sont liées à de très gros resserrements sur le lit du cours d'eau. Et donc, chaque fois qu'on a reconstruit, on l'a fait en tenant compte de toutes ces expertises et en tenant compte de ces impératifs de largeur à rendre et à laisser à la rivière. On a mobilisé le fonds Barnier, évidemment. On a mobilisé le fonds Barnier. Sur ma commune, c'est 20 propriétés qui sont passées en fonds Barnier. Mais à l'échelle des vallées sinistrées par la tempête Alex, je crois que c'est de l'ordre de 300. C'est très très important pour faire en sorte évidemment d'enlever les habitations qui se trouvent dans les zones à risque. Et on a fait globalement avec les services de l'État un travail assez fin, en essayant de voir au cas par cas, et même des fois pour 2 maisons à côté, essayer de ne pas faire les arbitrages, je veux dire, au bulldozer, mais essayer de le faire à la dentelle pour essayer de voir si la maison qui est là et à laquelle les personnes sont attachées est vraiment aussi exposée qu'on peut le penser compte tenu du quartier dans lequel il se trouve. Et donc, on a fait vraiment ce travail de façon très très fin et en tenant compte aussi des souhaits des gens, même si évidemment, c'est pas les gens qui décident dans ces circonstances-là, mais malgré tout, on a essayé d'en tenir compte. Et globalement, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont vraiment à risque et ceux qui ont été vraiment inondés, ils n'ont pas envie de rester. Majoritairement, il y a toujours des exceptions, mais globalement, eux-mêmes, ils se rendent compte du fait qu'ils auraient pu mourir, quoi. Ils ont survécu et que le fait qu'ils puissent retourner dans cette maison, ce n'est pas vraiment une option qui est souhaitable et qui est souhaitée par eux. On a eu beaucoup de crédits qui ont été mobilisés, la dotation de solidarité nationale qui a été mobilisée par l'État à un niveau jamais atteint,
en France, métropolitaine en tout cas, et puis des crédits exceptionnels. Notamment, le président a annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros pour des aménagements résilients et durables, percer des tunnels pour contourner des routes trop exposées, refaire des ponts plus grands, plus longs qu'avant, parce que la limite de la dotation de solidarité, c'est qu'elle indemnise sur la base d'une reconstruction à l'identique, qu'on ne peut pas toujours faire, et qu'en général, on ne veut pas faire, parce qu'on veut construire de façon plus résiliente et pas forcément comme c'était avant. On a reconstruit les 50 km de route aujourd'hui. On a reconstruit toutes les routes de la Roya. Il reste juste 2 ponts qui ont été reconstruits en provisoire et qui vont être faits de façon pérenne. Mais les ponts, on les a construits sans piliers dans la rivière, souvent 2 fois plus longs, avec un gabarit hydraulique 4 fois supérieur à celui qu'il y avait avant, plus long, plus haut. On a également refait des systèmes de confortement de route avec des murs de soutènement les plus verticaux possibles pour ne pas réempiéter sur le lit de la rivière, avec des techniques d'écailles ancrées dans la roche une à une pour que ce soit moins facilement emporté. Tout ce qui a été fait, on a essayé de le faire pour que ce soit vraiment plus résilient et plus résistant face aux risques. La mairie a reconstruit un pont qu'on appelait le pont du stade, mais comme le stade a disparu, maintenant on l'appelle le pont de l'Aïgara, qui est le nom du quartier. Et puis Aïga en bréois, ça veut dire l'eau, donc en plus on est dans le thème, c'est parfait. L'ancien pont, il faisait 20 mètres de large, le nouveau, il en fait 60. Pour se caler sur les préconisations des services de l'État et tout simplement pour maintenir à la Roya ces espaces de bon fonctionnement et essayer de faire en sorte de reconstruire non pas contre l'eau, mais avec l'eau et en tenant compte. On a notre syndicat mixte qui charge des inondations et de la gestion des eaux, qui a fait beaucoup de travaux sur les berges, tous les confortements de berges, etc. et toujours en lien avec les expertises des services de l'État. Quels sont les freins qu'on rencontre dans la reconstruction ? D'abord les assurances. Beaucoup d'assurances ne jouent pas le jeu, il faut le dire. Ce n'est pas toujours le cas, heureusement. On a des dossiers de sinistrés qui se sont très bien soldés, mais la grande majorité, soit ne sont pas terminés, soit se sont terminés par un à peu près, quoi. Voilà, bon, c'est mieux que rien. Mais globalement, je pense que les sinistrés n'ont pas été indemnisés à la hauteur des dégâts qu'ils ont subis. Et d'ailleurs, la mairie de Breil, au moment où nous parlons, n'est toujours pas indemnisée et est toujours en discussion avec les assurances, alors même qu'on a plus de 25 millions d'euros de dégâts sur les biens communaux et au moins 10 millions de dégâts sur les biens communaux assurés, parce qu'on a quand même eu le rez-de-chaussée de la mairie, le bâtiment des services techniques, la piscine couverte, le camping municipal et plein d'autres bâtiments municipaux qui ont été détruits et qui ont été emportés. Donc ça, c'est un vrai sujet, ça deviendra de plus en plus un sujet, parce qu'on a des personnes, parce qu'on a des collectivités qui n'arriveront plus à s'assurer demain. Notre communauté d'agglomération a failli récemment se retrouver sans assurance à cause de la tempête Alex, parce que plus personne ne voulait les prendre en charge, ou à des prix absolument fous. Ensuite, évidemment, la difficulté, c'est cette articulation entre rapidité, parce que les gens veuillent que ça aille vite, et l'impératif de résilience, c'est-à-dire construire vite, mais en réfléchissant à ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite une agilité intellectuelle permanente. Qu'est-ce qu'on peut reconstruire tout de suite sans poser de difficultés ? Qu'est-ce qu'on doit attendre pour reconstruire ? Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant pour que les gens puissent continuer de vivre ? Ça, c'est un très gros travail. Ensuite, les lourdeurs administratives. Parce que on a malgré tout un maquis réglementaire qui fait que la moindre procédure est extrêmement longue. Et je pense vraiment qu'au lendemain d'une catastrophe comme celle-ci, on devrait avoir des procédures qui soient, d'un point de vue réglementaire, en termes d'autorisation, en termes d'études, allégées, pour faire en sorte de pouvoir être plus efficace, d'aller plus vite. Moi, aujourd'hui, j'ai une route qui a été emportée au bord de la rivière, qui desservait des propriétés. Je veux faire une piste qui passe 200 mètres plus haut dans la forêt pour le désenclaver. Je n'ai toujours pas pu la faire. Études hydrogéologiques, études géotechniques, études d'impact sur les chauves-souris, autorisation de défrichement. C'est vrai que quelquefois, on a une accumulation de choses qui font que c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps, et ça, les populations, et encore plus les populations sinistrées, ont beaucoup de mal à l'entendre et à l'accepter dans ces circonstances-là. Ensuite, on voit aussi que nos communes, surtout les petites communes, même si elles ont énormément de subventions, même si elles ont jusqu'à 100% de subventions pour financer tous les travaux de reconstruction, ont 2 grosses limites. C'est d'abord des limites en termes d'ingénierie, parce qu'on n'a pas tous les ingénieurs au sein de nos services techniques de communes de 2300 habitants pour porter toutes ces opérations de reconstruction. Et ensuite, en termes de trésorerie, parce qu'avant de toucher les subventions, il faut avancer l'argent.
Alors l'État donne une avance de 30% sur la dotation de solidarité. Ça veut dire que moi, j'avais 9,4 millions de dotation de solidarité. J'ai eu 2,8 millions qui me sont rentrés directement dans les caisses de la mairie. Heureusement, ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Sauf que maintenant, je les ai dépensés. Je n'ai plus droit à d'autres avances. Comment j'avance sur la reconstruction? Je n'ai pas la réponse là-dessus. Hein. Je n'ai pas la réponse. Hein. Je ne vais pas réendetter la commune. Elle était déjà surendettée quand j'ai été élu. Je ne veux pas refaire d'emprunt. Finalement, il n'y a aucun dispositif existant pour nous aider en termes de trésorerie. Et ça, c'est un vrai gros sujet. Ensuite, en matière d'aide aux entreprises, on a eu des gros fonds qui ont été mobilisés pour aider les entreprises directement sinistrées à se reconstruire. Et sur ça, on ne peut rien dire, tout le monde a joué le jeu, ça a été efficace. Par contre, toutes les entreprises qui n'ont pas été directement touchées par la catastrophe, mais qui ont été touchées de façon indirecte, toutes les entreprises qui travaillaient avec le tourisme et qui, du jour au lendemain, se sont vues privées de leur clientèle. Toutes les entreprises qui travaillaient parce qu'ils avaient leurs fournisseurs ou leurs clients en Italie, dans le Piémont, et qui ont eu, du jour au lendemain, plus aucun accès pour se rendre dans le Piémont. Les habitants et les commerces du hameau de Casterino, qui est resté coupé du monde pendant plus d'1 an. Ils n'ont pas été touchés par l'inondation, mais malgré tout, ils ont besoin d'une aide. On n'a été en capacité de mobiliser aucun dispositif pour accompagner ces entreprises-là. Ça, c'est, je pense, un gros trou dans la raquette. On avait sollicité au président, à minima, d'être classé les vallées sinistrées des Alpes-Maritimes en zone franche, pour pouvoir, à minima, que toutes les entreprises soient exonérées d'impôts, etc. On a eu des fins de non-recevoir sur tout. Le président de la République a dit, bon, on pourrait peut-être faire des aides de type aide Covid pour compenser la perte de chiffre d'affaires. Mais on n'en a jamais vu la couleur. Ça fait partie des limites. L'autre limite, et la dernière, c'est la coopération internationale. Puisque cette tempête a touché l'Italie aussi, moins que la France, mais a touché l'Italie aussi. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans ces circonstances-là, au lieu de faire front commun, on se replie chacun sur soi. On regarde chacun de son côté, voire même on se regarde du coin de l'œil en disant « Est-ce que dans la Roya, ils n'ont pas ouvert un barrage sans nous le dire qui a fait que nous, on s'est reçu toute cette quantité d'eau en aval ?» Et on voit bien qu'en plus, on a des enjeux communs, puisque une partie des Alpes-Maritimes est alimentée par des puits de captage, d'adduction d'eau potable qui se trouvent en Italie. Le fond du cours d'eau s'est colmaté avec les alluvions de la tempête Alex. La nappe phréatique ne se rechargeait plus. Ça nécessitait une grosse coopération internationale pour régler ça. Eh bien, c'est extrêmement complexe. Et un autre exemple un peu anecdotique, mais que je veux quand même vous livrer, même si j'ai dépassé de 1 minute 30 mon temps de parole, c'est le prince de Monaco a tout de suite voulu mettre à disposition d'une commune sinistrée une machine très innovante qui permet de transformer l'air en eau potable, de capter l'humidité de l'air pour la transformer en eau potable. Eh bien, il n'a jamais réussi à la mettre à disposition d'une commune parce que cette machine n'était pas homologuée par les autorités françaises. Ça a été un peu frustrant pour le prince de Monaco, et je le comprends. Et pour nous, évidemment, ça a été un peu un gâchis, parce que la machine, elle était là, elle a fonctionné à Monaco, elle fonctionnait partout. Et voilà. Pour dire que la coopération internationale, dans ces circonstances-là, au lieu d'être accélérée, elle est presque encore plus freinée qu'en temps normal. Dernier point, les actions qu'on a mises en faveur de la résilience dans la gestion de crise. Très rapidement, on s'est doté depuis d'une 2e sirène d'alarme, d'outils d'appel de masse pour envoyer des SMS. On a remis à jour notre plan communal de sauvegarde, on a remis à jour notre 10 crimes et on l'a diffusé à la population, parce qu'un document d'information contre les risques majeurs qui reste dans un tiroir de la mairie ne sert à rien. C'est un document qui est destiné à la population, mais je le dis parce qu'avant, ça n'avait jamais été fait dans ma commune. On a créé une réserve communale de sécurité civile avec 20 bénévoles qui seront là en appui des services de secours. On a renforcé les effectifs de notre police municipale qui a joué un rôle majeur dans la gestion de crise. On s'est fait notre propre stock de Lipico pour plus être obligé de les demander à la Croix-Rouge. On s'est doté de téléphones satellitaires. On a Enedis qui va équiper certains bâtiments communaux, et notamment celui qui a vocation à être un centre d'hébergement d'urgence, d'un système exprès pour qu'on n'ait qu'à héliporter un groupe électrogène pour pouvoir le raccorder et lui maintenir une autonomie électrique. Et on a même testé une innovation d'Orange, c'est une safety case, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est un outil qui crée une bulle Wi-Fi par satellite sur un rayon de 100 mètres pour pouvoir rétablir à tout le monde une connexion Internet et du Wi-Fi et des appels Wi-Fi dans un rayon de 100 mètres quand on n'a plus de liaison de téléphonie normale grâce au satellite. Et enfin, on s'est doté de notre propre réseau de radiocommunication hertzien, municipal, autonome, sur panneaux solaires, ce qui fait que si demain on a une catastrophe,
c'est rien d'innovant, hein. Le système radio, c'est le plus vieux système du monde. Hein. Vraiment, on n'a vraiment rien inventé, mais on s'en est doté et il est sur panneau solaire, ce qui fait que même si demain, on n'a plus d'antenne relais, qu'on peut plus se téléphoner, au moins entre nous, avec un système radio, on peut se parler et quand on est en période de gestion de crise, pouvoir communiquer, appeler votre adjoint simplement avec un talkie-walkie au lieu d'être obligé de prendre sa voiture et de tourner dans toute la commune pour espérer le croiser quelque part, je peux vous dire que c'est un grand plus. Ma conclusion, c'est peut-être une réponse à ce qu'a dit notre animateur en ouverture, comme quoi j'aurais peut-être la poisse. Ça m'a effleuré l'esprit. Mais malgré tout, je pense que dans notre malheur, qui est un malheur collectif, et qui me touche évidemment à titre personnel, j'ai quand même eu de la chance. D'abord parce que je n'étais maire que depuis 4 mois. Alors certains disent, mon pauvre, à peine arrivé, tu te prends ça sur la tête. Oui, d'accord. Mais c'est peut-être plus facile de rebondir et de repartir dans la reconstruction quand on a eu 4 mois de travail balayé en une nuit. Ce n'est que 4 mois finalement. Que quand on est maire depuis 20 ans, qu'on a porté un nombre incalculable de chantiers, de projets, et que tout est détruit en une nuit alors qu'on s'apprêtait à prendre sa retraite tranquillement en ayant le sentiment du travail accompli. Donc je pense que dans mon malheur, finalement, j'ai eu plus de chance que d'autres maires qui étaient là depuis longtemps. C'était un peu la phrase de Kipling, hein, si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Moi finalement ce n'était que l'ouvrage de 4 mois et donc c'était plus facile pour repartir. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que dans mon malheur on a eu de la chance, c'est que finalement on était peut-être les premiers d'une longue série de catastrophes qui vont frapper la France métropolitaine dans les prochaines années, à l'heure du dérèglement climatique, qui impacte tout particulièrement le bassin méditerranéen, qui est sans doute un des endroits, d'après le GIEC, où les phénomènes climatiques seront les plus fréquents et les plus violents. Et parce que finalement on était une des premières grandes catastrophes en France métropolitaine, on a pu bénéficier de moyens, notamment financiers, de l'État considérables. L'État mobilise 600 millions d'euros. La question est la suivante. Quand, là, depuis 3 ans, il n'y a plus de catastrophes comparables en France métropolitaine, mais si demain il y en a tous les ans, ou si demain il y en a plusieurs par an, est-ce qu'on pourra toujours mobiliser 600 millions d'euros de l'État à chaque catastrophe, sans parler des financements des autres collectivités? Je ne le sais pas. Donc je pense que, et c'est vraiment le mot de la fin, nous avons malgré tout eu la chance de n'arriver qu'au début des effets du dérèglement climatique. À l'avenir, il faudra vraiment s'assurer que nous puissions avoir les moyens de répondre avec autant de force, avec autant d'efficacité que ça a été le cas suite à la tempête Alex, parce qu'il est fort probable qu'il y en ait d'autres et que ça ait un coût pour les finances publiques qui soit absolument considérable. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Stéphane pour cette passionnante intervention. Je vais clôturer avant que vous alliez à la pause de 10 heures. En fait, j'ai reçu un SMS de monsieur le préfet qui, comme vous avez pu voir, s'exerce au créole. Monsieur le préfet me demandait par SMS si Agio, à cause azote, Zotisef, bonbon banane pendant l'enterrement. Donc dans un créole très correct. Hein. Vous avez pu voir les efforts qu'il faisait hier, que j'apprécie. Alors, à cause, la Réunion, il servent bonbon banane pendant l'enterrement. Et ben, pour en avoir l'origine, il faut remonter à la départementalisation. Parce qu'avant la Réunion, personne ne mourait. C'est à la départementalisation. Et face à l'horreur qu'est provoquée chez eux que les derniers indépendantistes et communistes se sont mis à mourir en masse. Et donc cette tradition du bonbon banane à cause, eh bien tout simplement pendant l'enterrement nous servent bonbon banane parce que si le type est mort pour vraiment, ben donc il n'y a aucun risque, on peut faire frire les bonbons bananes en toute tranquillité. Par contre, s'il fait semblant, ben le bouc qui sent l'odeur bonbon banane, il lève pour manger. Je vous invite, puisqu'aucun de vous n'est mort, à retrouver les cookies de l'extérieur. Merci beaucoup.